Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bienvenue dans cette spéciale entretien où nous avons le réel plaisir de recevoir sur vous, sur ce plateau, monsieur le professeur Seni Yenda qui est secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes accompagné justement de monsieur James Lungungu qui est coordonnateur territorial de la LPU Congo-Brazzaville. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau spécial entretien. Nous allons échanger avec vous sur l'actualité qui est aujourd'hui. Vous êtes venu animer une conférence de débat sur justement vous êtes responsable justement, je l'ai dit, de la Ligue panafricaine Umoja avec cette conférence que vous avez animée aujourd'hui. Un thème très attrayant que vous avez pu aborder en République démocratique du Congo, les États-Unis d'Afrique, l'unique voie pour l'émergence de la RD Congo. Mais avant d'en arriver, professeur, dites-nous, la Ligue panafricaine Umoja, c'est quoi? Alors, la Ligue panafricaine Umoja, c'est une organisation politique internationale, disons panafricaine, qui vise en fait à réaliser les États-Unis d'Afrique. Mais en tant qu'organisation, c'est un rassemblement des panafricanistes. Il faut comprendre que les panafricanistes sont organisés sous forme de chapelles. Il y a des lumumbistes, des bougandistes, des nkrummistes. Nous voulons d'abord les rassembler. Les rassembler parce que les panafricanistes sont quasiment en dehors du champ politique en Afrique aujourd'hui. Il n'y a pas de parti panafricaniste qui assume le projet panafricaniste en tant que tel. Et nous voulons renouer avec le champ politique, car les revendications des panafricanistes sont éminemment politiques. Et c'est dans la politique que nous trouverons des réponses en fait, aux problématiques que posent les panafricanistes sur le continent. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez tenu justement cette conférence de débat sur le thème les États-Unis d'Afrique, l'unique voie pour l'émergence. En effet, oui. Vous pouvez nous dire un peu la quintessence, c'est quoi? En fait, la thématique telle qu'elle est présentée, elle peut paraître ambiguë parce que les panafricanistes ont pour tradition de pourfendre les modèles de développement issus des IFI, c'est-à-dire des institutions financières internationales. Et l'émergence n'échappe pas à la règle, car l'émergence, d'abord, c'est un terme relativement mouvant, mutant même, c'est pas bordé, on ne sait pas les critères par exemple qui définissent qui est émergent, qui n'est pas émergent. Et donc quand on dit que le panafricanisme ou les États-Unis d'Afrique c'est la voie unique pour l'émergence, c'est une malice, cette association paradoxale, c'est pour frapper les esprits. Mais au fond, ce que nous voulons dire, c'est que nous ne croyons pas à l'émergence, c'est une lubie supplémentaire après tout ce que nous savons, c'est-à-dire que pays en voie de développement, le co-développement, développement durable, les programmes d'ajustement structurel, les PPTE, pays pauvres et très endettés, et ou encore les objectifs du millénaire. Tout ceci, on n'a pas fait le bilan et on nous a sorti du chapeau un autre concept qui nous promet le développement qu'on appelle l'émergence. Nous n'y croyons absolument pas, et surtout que cette émergence, dans une certaine mesure, c'est un concept d'abord des consultants internationaux financiers qui ne regardent les États que sous l'angle des actifs financiers. Les FMI, voilà. Les institutions pratiquement ainsi de suite. Mais par ailleurs, l'émergence, quand on regarde sa définition dans le dictionnaire, ça veut dire apparition soudaine. Est-ce qu'un État va se développer de façon soudaine? Le développement d'un État, c'est comme une construction lente, patiente, réfléchie, et qui des fois peut connaître des difficultés, et puis on redresse la barre. Mais ce n'est pas une apparition soudaine. Tout ceci pour dire que ce n'est pas très sérieux, car cela montre en effet que l'Afrique continue à avoir un problème dans sa capacité à s'identifier, à définir elle-même ses propres problèmes, ses perspectives. Et ça pose un problème de fond, car si vous voulez bien, l'ultime liberté, comme je disais à la conférence, l'ultime liberté, celle qui vient avant toutes les autres, c'est la capacité à nommer soi-même ses propres réalités. Lorsqu'un peuple l'a perdu, il devient hélas la ruse des autres. Donc c'est à Washington, comme tout le monde le sait, où l'on définit, notamment au FMI, excusez-moi, où l'on définit
ses principaux programmes et on veut les plaquer comme ça sur des réalités en Afrique. Alors voilà, on veut le plaquer sur les réalités en Afrique, mais revenons d'abord sur le panafricanisme. Vous avez cité des noms quand même, des noms qui ne sont pas le moindre, Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah, Nyerere Nyerere, et tous ces gens-là qui ont prôné justement, les Kadhafi également, qui ont prôné cette idée du panafricanisme. Mais vous, on s'est rendu compte justement que ça n'a pas été possible parce que c'est vrai qu'ils ont prôné ça, mais l'applicabilité n'a pas été démise. Vous créez justement la Ligue panafricaine. Est-ce que vous avez eu le temps quand même d'analyser qu'est-ce qui a fait en sorte que ceux-là ne puissent pas réussir justement pour que vous ne puissiez pas non plus tomber dans les mêmes erreurs? Naturellement, nous rendons un hommage à tous ces grands, ces prédécesseurs, ces précurseurs d'ailleurs du panafricanisme. C'est pas parce que le panafricanisme n'a pas réussi sur les autres modèles qu'on a appliqués en Afrique que le panafricanisme est une mauvaise solution. Il faut comprendre pourquoi le panafricanisme n'a pas réussi. Et nous avons tiré en effet les enseignements de leur expérience. Nous pensons par exemple qu'il faut commencer par exemple par créer des organisations politiques qui sont organisées sous la forme d'un État fédéral avant l'heure et qui mènent le combat panafricaniste dans chaque territoire africain. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de considérer ces territoires tels que ça existe pour l'instant. De un. Donc c'est déjà une leçon que nous avons tirée du fait qu'on ne peut pas mener ce combat de façon isolée. Donc nous sommes une seule organisation, nous nous déployons dans chaque territoire, nous menons le combat national, local, tout en posant le cadre, c'est-à-dire le cap qu'est le panafricanisme. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que nous considérons qu'il ne s'agit pas d'attendre que tous les États africains deviennent panafricanistes pour aller vers les États-Unis d'Afrique. Ceux qui sont prêts, c'est-à-dire que si nous arrivons au pouvoir dans quelques États africains, nous déclarons les États-Unis d'Afrique. L'histoire a bien montré que on peut partir d'un noyau et ce noyau, parce qu'aura fait son expérience, aura fait la démonstration que dans le cadre de ce territoire-là, nous connaîtrons le développement, que nous pourrons rallier à nous les autres États, les autres populations africaines qui, pour l'instant, ou qui, à ce moment-là, n'auront pas vu la nécessité de l'État fédéral. Mais il faut que nous fassions notre propre démonstration. Parce qu'en 1963, effectivement, à Addis Abeba, il y a eu ce débat qui a eu lieu. Nkrumah proposait de créer un gouvernement fédéral, une monnaie, une diplomatie. Il n'a pas été entendu parce que, fondamentalement, le panafricanisme est révolutionnaire. C'est-à-dire que le panafricanisme est révolutionnaire, dans le sens où le panafricanisme dénonce ou encore veut tourner le dos à la domination occidentale. Voilà, il y avait des États à l'époque qui étaient des États africains, qui étaient des États néocolonisés. Et du coup, les chefs d'État qui étaient à la tête de ces États, excusez-moi, ne pouvaient pas accepter de rentrer dans un État fédéral. D'ailleurs, leurs parrains occidentaux qui les avaient acceptés ne pouvaient pas accepter cette nouvelle situation, puisque ça leur faisait perdre évidemment le contrôle de certains territoires africains. Donc nous pensons qu'on peut tirer les leçons de cette situation en partant des États qui sont prêts, mais que les panafricanistes, eux, n'attendent plus que tel chef d'État néocolonial déclare le panafricanisme. C'est à eux de mener le combat pour aller vers les États-Unis d'Afrique. C'est pour ça que nous voulons nous-mêmes prendre le taureau par les cornes et mener ce combat dans chaque territoire africain. Alors je vous garde, professeur, je m'adresse maintenant à vous, messieurs James. Vous êtes les représentants justement de la Ligue panafricaine Umoja au Congo-Brazzaville. Alors dites-nous, le professeur vient de le dire, chaque pays, il faut qu'il y ait des gens révolutionnaires qui puissent peut-être prendre le tourneau par les cornes pour ainsi créer cette vision. Est-ce que vous pensez qu'au Congo-Brazzaville c'est faisable? Oui, d'abord, avant de parler du Congo-Brazzaville, j'aimerais d'abord évoquer les États où la Ligue a déjà implanté ces sections. Donc, en dehors du Congo, parce que je ne peux pas seulement faire parler du Congo, parce que je suis coordonnateur du Congo-Brazzaville. Ayant un esprit panafricain, je dois d'abord commencer à parler de certains États africains qui sont en Afrique de l'Ouest et d'autres États qui sont en Afrique centrale. Donc, par exemple, les États de l'Afrique de l'Ouest, on a le Burkina Faso, on a déjà une section territoriale qui est au Burkina Faso, nous sommes déjà au Sénégal, nous sommes au Mali, là, on a déjà implanté en RDC, là actuellement, parce qu'on sort d'une conférence avec le SG et le coordinateur de la section de la RDC. Ouais. Parlons du Congo-Brazzaville, dont je suis le coordinateur. Je dirais que d'abord, c'est pas
mais ce n'est pas facile d'implanter une section pour le moment. D'abord, c'est un combat de longue haleine, comme on le dit. Mais j'espère qu'avec cette volonté, cette détermination, nous pourrons conquérir, nous pourrons éveiller certaines consciences qui semblent être mortes. Mais j'espère qu'avec l'aide de la sensibilisation, de l'aide de la façon de prêcher cette idéologie, les choses marcheront. Dieu à la fois. Les choses marcheront, mais on sait également que chaque pays a ses problèmes, chaque pays a ses réalités. Vous pensez que c'est facile de mettre plus de 54 États ensemble pour pouvoir ainsi converger? Oui, non. Chaque pays a des problèmes, a des réalités. Là, nous sommes en Afrique. Actuellement, l'Afrique, je dirais que la majorité des États africains ont presque le même problème. C'est la misère. La misère qui est là, actuellement. Il y a ce qu'on appelle une sorte de certains, dans certains États, on assiste à une certaine dictature. La dictature. Donc, on a presque les mêmes problèmes. Donc, on ne peut pas dire que le Congo-Brazzaville n'a pas les mêmes problèmes que le Congo-Kinshasa, que le Burkina Faso n'a pas le même problème que le Sénégal. Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle le même carcan, là. Le même pétrin. Donc, pour lequel c'est le travail qu'on doit faire. La sensibilisation, justement, pour que les gens prennent conscience. Voilà. C'est d'abord l'éveil de conscience. Après, cet éveil sera pragmatisé. C'est d'abord l'éveil de conscience. Et cet éveil de conscience est fait actuellement par des conférences. On sensibilise. C'est ça. Notre combat, d'abord, c'est d'abord le combat idéologique qui est moral. Ensuite, ça sera pragmatique. Alors voilà, je vous garde également, M. James, professeur, dites-nous, est-ce que jusque-là vous avez déjà fait, vous ne m'avez pas répondu concrètement, vous avez déjà fait cette autopsie-là. Pourquoi l'idée dès le départ que ça a échoué? Non, l'idée dès le départ a échoué parce que les luttes étaient souvent, on va dire, assez nationalisées, entre guillemets. C'est-à-dire que les panafricanistes n'avaient pas réussi à créer des coordinations pour pouvoir accélérer le processus. Et surtout ceux qui étaient d'accord n'ont pas voulu commencer afin de créer un noyau qui aurait permis progressivement de gagner d'autres États. Mais je ne suis pas juste, parce que quand je dis ça, c'est peut-être pour ignorer aussi, ça pourrait être compris comme si j'avais ignoré, par exemple, les tentatives la Fédération du Mali, entre le Mali et le Sénégal, la Guinée-Conakry et le Ghana aussi avaient déclaré qu'ils allaient créer un seul État, mais tout ceci n'a pas marché. Donc, il faut étudier ce pourquoi ça n'a pas marché. Ce pourquoi ça n'a pas marché, c'est que souvent on a fait ces déclarations sans avoir au préalable travaillé, réfléchi à toutes les situations. Alors qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de recul. On peut, par exemple, sur la base des travaux multiples qui ont été publiés par des panafricanistes, sur la base de l'échec aussi des États, des micro-États individuellement confortés après la création de l'OUA, puisqu'ils avaient élevé ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières à un niveau tel qu'on ne pouvait pas les remettre en question, c'est-à-dire une façon de valider les divisions issues de la conférence de Berlin de 1885. Donc oui, il y a eu des possibilités, mais qui n'ont pas été totalement exploitées. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec le recul, nous avons les moyens de mieux examiner et de lancer les États-Unis d'Afrique dès lors que la Ligue panafricaine ou Moudia arrivera au pouvoir dans 2 ou 3 États. Alors vous parlez justement de cette renaissance africaine, les États-Unis d'Afrique. Est-ce que faut-il calquer le modèle américain? Faut-il calquer le modèle de l'Union européenne pour en arriver? Ou qu'est-ce qu'il faut? Non, il ne faut pas calquer les modèles. Ça, c'est le mal que nous courons depuis toujours. L'histoire politique de chaque territoire, de chaque nation, de chaque continent est toujours particulière. Les États-Unis, quand ils ont lancé l'idée des États-Unis, au préalable, ils n'avaient pas prévu de faire la guerre aux États du Sud où l'esclavage continue à battre son plein. C'est parce que les États du Nord étaient confrontés à un refus des États du Sud d'avancer qu'il y a eu cette guerre. En Europe, par exemple, on a fait l'Union européenne pour éviter la guerre, mais on voit bien que les États européens, lorsque une partie
des pays européens qui ne sont pas dans la communauté ou bien dans l'Union sont en proie aux difficultés, les États européens s'organisent, notamment de la communauté ou de l'Union, s'organisent pour pouvoir mettre fin à ces situations-là. Donc il y a quand même la guerre malgré tout. Donc nous, au préalable, il nous faut déjà conforter les bases du panafricanisme. C'est-à-dire que les panafricanistes se mettent en ordre de bataille, qu'ils rejoignent le champ politique, qu'ils commencent déjà à vulgariser le panafricanisme dans les États dans lesquels ils seront implantés. Il faut faire tout le travail en même temps. C'est-à-dire qu'il faut à la fois s'occuper des problèmes d'éducation, de santé, d'emploi, et en même temps poser le cap et mettre les bases pour aller vers les États-Unis d'Afrique. Parce que, voyez-vous, les États-Unis, quand ils sont créés, n'ont pas dit on prend 20 ans pour créer l'État fédéral et après on va s'occuper du chômage. En Europe, on n'a pas dit, quand on a créé les accords de l'acier et du charbon, qu'on commence par créer la communauté et ensuite on va s'occuper du point du nucléaire. Non, il faut tout faire en même temps et nous avons les capacités de le faire. C'est une question d'organisation. De toute façon, le monde ne nous attend pas. Pendant ce temps, les autres se confortent, la Chine continue à renforcer ses positions internationales tout en réglant les problèmes internes. Et nous devons faire tout en même temps. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons aujourd'hui, avec le recul, les moyens de le faire. Et vous pensez que le modèle, l'Afrique peut prendre le modèle chinois? Non, il faut étudier tous les modèles et tirer parti de tout ce qui est intéressant pour nous. Car nous avons nos propres réalités. Le panafricanisme, déjà, par essence, c'est une idéologie qui est issue de l'expérience historique des Africains. On nous a reproché d'avoir souvent pris des modèles venant d'ailleurs, le marxisme, le néolibéralisme et autres et tout. Le panafricanisme, c'est une idéologie qui est issue de l'expérience historique propre des Africains. C'est parce qu'ils ont été mis en esclavage au XIVe siècle que les Africains de l'autre côté ont commencé à se battre ensemble, dépassant leurs ethnies, dans les cales de bateaux négriers. Par exemple, Haïti, ça a été aussi une victoire du panafricanisme, la révolution victorieuse haïtienne, puisque ce sont plusieurs Africains venant de plusieurs parties du continent qui sont retrouvés sur ce territoire et qui ont fait le combat pour leur libération. Et dans les années 45, au dernier congrès historique, entre guillemets, de Manchester, Kwame Nkrumah et les autres panafricanistes, comme les George Padmore, comme les Du Bois, ont décidé que le combat du panafricanisme était les indépendances. Donc, vous voyez bien que le parcours du panafricanisme est un parcours propre, effectivement, qui doit être nourri des expériences positives venant d'ici et là pour pouvoir avancer. Est-ce que vous croyez à l'émergence? Les États-Unis d'Afrique, l'unique voie pour l'émergence. Est-ce que vous croyez à cette émergence? Je reprends encore. C'est-à-dire que pour nous, l'émergence n'est pas la solution pour l'Afrique. Parce que c'est un problème d'abord d'ambition et de philosophie à la base de tout. Est-ce que l'émergence, c'est pour que nous soyons visibles dans les salles de marché en tant que pays agent capable de faire des actions ou bien des obligations? Si c'est ça la finalité, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est quoi? Pourquoi nous voulons développer l'Afrique? Quelles sont les bases idéologiques qui permettent de développer l'Afrique? Il y a des pays qui sont souvent dits émergents sur le continent. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous considérez que l'Afrique du Sud, dans le cadre de son économie, où il y a une injustice criarde entre les populations d'abord, et en plus où les populations africaines qui sont venues pour chercher du travail sont considérées comme les responsables du chômage, alors même que le problème de l'apartheid à la base n'est pas totalement résolu, mais on met cette responsabilité sur les Africains. Or, l'idéologie panafricaniste va régler ce problème fondamental, c'est-à-dire que va considérer qu'un Africain est un Africain sur tout le continent africain. Nous sommes tous des citoyens africains, de un. Et de deux, il y aura cette question de différence, de discrimination, parce que nous aurons un passeport africain. À partir de là, nous devons bâtir des politiques économiques pour les Africains. Pas pour les Congolais, pas pour les Centrafricains, pas pour les Camerounais, pour les Africains. Ça nous permet de résoudre pas mal de choses. Donc, idéologiquement parlant, on comprend bien que l'émergence n'intègre pas la Renaissance africaine, ni et encore moins le panafricanisme. Et alors, professeur, on s'est dit, c'est bien, ce sont de très bonnes idées, de très bons arguments que vous êtes en train d'arguer. Mais est-ce que vos idées sont quelquefois quand même bien accueillies au niveau de l'Union africaine? Non, l'Union africaine est une organisation qui est la suite de l'OUA. Bon, ça existe, c'est très bien. Mais en même temps, ça pose quelques problèmes, puisqu'il y a une confusion qui est faite entre le panafricanisme tel que l'ont voulu Nkrumah et les autres, avec l'Union africaine. Il faut juste rappeler que l'Union africaine, qui vient après l'OUA,
c'était quand même la victoire de ce qu'on appelait le groupe de Moronvia, c'est-à-dire que association entre États, chacun garde son autonomie, sa souveraineté, ainsi de suite. Et j'ai dit tantôt qu'ils ont validé ça avec ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. Le 2, c'est que l'Union africaine, lorsque ça devient OUA devient Union africaine, il y a eu un acte constitutif qui a été publié. Cet acte constitutif dit que l'Union africaine, dorénavant, va travailler à ce qu'on ait un gouvernement fédéral, une monnaie unique, tout ce qu'on veut. Au fond, on est revenu aux idées de Nkrumah. Mais sont les moyens, les stratégies, le plan pour y arriver, puisque les chefs d'État qui constituent l'Union africaine fonctionnent encore comme des syndicats de chefs d'État, comme avec l'OUA. On l'a vu avec les crises récentes sur la Côte d'Ivoire, sur la Libye et autres et tout. Ils n'ont pas dégagé une position commune. Chaque chef d'État africain a d'abord pris position en fonction du tuteur occidental qui exerce une certaine domination sur son pays. Ça, ce n'est pas l'esprit qui consiste à aller vers les États-Unis d'Afrique, comme c'est écrit dans la Constitution. Dans une certaine manière, c'est même du cynisme. C'est-à-dire qu'on galvaude le panafricanisme avec des déclarations d'intention, alors qu'on ne fait rien pour y arriver. Voilà. Parce qu'on s'est, par exemple, on s'est rendu compte avec la situation qui s'est passée, que ce soit en RCA, que ce soit au Mali, même ici chez nous, en RD Congo, il faut attendre des opérations, qui est la MONUSCO, l'opération Sangaris. Nous avons connu tout ce qu'on a connu, turquoise. Et on s'est dit, quand il y a une question qui touche les Africains en Afrique, apparemment l'Union africaine tarde toujours à prendre une décision, à prendre une position ferme. Mais on voyait la France, l'Union européenne qui vient en première position, et nous on ne vient qu'en appui. Donc c'est un problème. Mais oui, parce que nous n'avons pas d'armée fédérale, parce que nous avons laissé des souverainetés continuer à s'exercer. Chaque État a sa petite armée qui n'arrive même pas à en faire une armée opérationnelle pour défendre le territoire. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel du monde, quand vous avez la Chine, État nucléaire, première puissance économique du monde depuis le mois de décembre, masse géostratégique, masse géopolitique, la Chine en soi, organisée en provinces qui sont des États fédérés quasiment, des grandes provinces de centaines de millions d'habitants, chaque province chinoise. Vous prenez l'Inde, État-continent, État nucléaire, technologique, première puissance, en tout cas, qui donne des ingénieurs en matière dans le monde. Les États-Unis, plus de 50 États organisés, plusieurs têtes nucléaires, États plus grands pays économiques. Vous avez l'Union européenne, 28 États, individuellement pris, ils sont déjà forts économiquement, militairement. La Russie, État-continent. Et l'Afrique, quand vous prenez individuellement des États, qu'est-ce qu'on vaut? Nous ne valons strictement rien dans ce genre de situation. Ce qui revient à dire qu'il faut déclarer aujourd'hui l'échec de la voie qui a été suivie en 60 et en 63, qui consistait à renforcer les micro-États, qu'on n'a même pas réussi à en faire des États. Alors effectivement, il y a ceux qui disent que oui, mais comme on n'a pas réussi à faire des États, est-ce que ça vaudrait pas mieux d'abord régler ces problèmes-là avant d'aller vers les États? Justement, ces micro-États sont des États néocoloniaux qui sont consubstantiels au sous-développement. Donc il faut commencer à régler même les problèmes des ethnies et autres et tout sous l'angle panafricain. Là, nous trouverons la solution. Parce que dans les micro-États actuels, avec la philosophie des États séparés, on n'a pas trouvé la solution. Si on réglait le problème de l'harmonie entre les populations africaines sous langue panafricain, nous trouverons mieux des solutions. Alors parlons maintenant de la Cour pénale internationale. Comment au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, vous analysez cette situation que quand vous regardez la CPI actuellement, ce ne sont que des Africains qui sont là-bas, mais quand même, l'Union africaine s'est dit, bon, en tout cas, nous sommes menacés. Désormais, pour qu'il y ait un chef d'État qui soit en exercice, nous avons vu par exemple celui du Kenya, malheureusement, heureusement pour lui, il vient d'être lâché d'être blanchi par la justice. Mais l'Union africaine prenait quand même déjà les temps, commençait déjà à monter au créneau pour dire que bon, c'est une situation où ce sont plus souvent les Africains. Ben écoutez, l'Union africaine a les moyens, si elle le voulait, ça veut dire qu'il faut extirper en son sein déjà des chefs d'État qui défendent des positions autrement anti-africaines, disons comme ça. Il faut extirper en son sein, parce que sinon on n'avancera pas. Il faut garder en son sein des chefs d'État qui sont sur des positions de la souveraineté africaine, dans un premier temps. Deuxième temps, c'est que l'Union africaine peut ériger une instance de justice qui va régler les problèmes de justice qui se posent entre les États et puis, ou encore des chefs d'État africains qui doivent être jugés par les Africains. Parce que ce qui se passe à la CPI, ce n'est que la conséquence logique de la voie qu'on a suivie. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de souveraineté en tant que telle,
quand vous n'avez pas d'instrument judiciaire souverain capable de juger vos propres compatriotes, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'Occident, dans le cadre de la gouvernance du monde, organise ce genre de choses. Et nous subissons, nous suivons. Donc, hélas, nous ne croyons pas à la CPI, parce que si la CPI avait un certain sens, la CPI s'occuperait aussi de ce qui se passe en Irak, de ce qui se passe en Israël, en Israël, en Irak, ou encore ou en Russie, ou voilà. ailleurs. Donc, mais on voit bien que la plupart des responsables politiques qui sont passés à la CPI, ce sont évidemment des responsables néocoloniaux qui sont sur les pays africains. Voilà. Donc, l'État fédéral aura une cour de justice souveraine qui jugera les Africains par des Africains. Alors, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que la LPI est désormais s'est transformée en un parti politique, que c'est encore une asbelle concrètement? Non. La stratégie de la LPU, c'est que en tant que structure internationale, c'est une association. Évidemment, à caractère politique. Nous parlons de politique, vous voyez bien. Ouais. Bon. De deux, c'est que dans chaque territoire africain, nous analysons la situation selon que la répression est importante, selon que les voies de fonctionnement, en tout cas démocratique, sont possibles. Nous sommes association ou nous sommes parti politique. Il y a peut-être plusieurs critères encore. Ça peut être le critère de motivation, ça peut être le critère aussi de ressources humaines. Et nous pouvons être d'abord association et progressivement devenant à terme parti politique. Mais évidemment, à terme, on doit être parti politique. Mais il y a des situations où nous sommes directement parti politique. Donc, il y a la structure internationale fédérale, il y a les sections qui, elles, ont des statuts en fonction des situations locales. Parce qu'il faut vraiment s'adapter à chaque situation, sinon c'est une grosse machine difficile à manœuvrer. Alors il faut s'adapter à chaque situation. L'actualité au stade actuel en Afrique, c'est aussi cette question des révisions constitutionnelles. Or, presque dans plusieurs pays africains, on en parle, on veut réviser, on ne veut pas réviser, voilà, il ne faut pas toucher à ça, on peut faire ceci. Il y a des manœuvres politiques qui sont en train d'être faites. Mais est-ce qu'au niveau de la Ligue panafricaine ou Modja, comment analysez-vous cette situation? Ah non, nous avons une position claire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les panafricanistes encouragent la perpétuation des régimes en plus néocoloniaux au pouvoir. Non, pour nous, ça ne va pas. Tous les régimes néocoloniaux qui ne doivent pas se pérenniser au pouvoir, de un. Mais de deux, il faut expliquer. C'est que changer le nombre de mandats dans une constitution ou limiter le nombre de mandats, c'était ça en fait la question, limiter le nombre de mandats ou faire sauter le verrou de l'âge dans certains cas. Tout ceci relève dans le système néocolonial. En fait, il s'agit d'une alternance dans le même système. Ça ne touche pas les problèmes structurels que nous avons posés tout à l'heure. Nous sommes des pays rentiers, nous subissons la répression monétaire, nous subissons la discrimination internationale. Voilà, en tout cas, sur la question de nos économies, aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer quasiment partout la thérapeutique du cheval, du FMI, de la Banque mondiale en matière économique. Donc, ce sont des caractéristiques claires des pays néocoloniaux. Et donc, nous considérons que l'alternance dans ce cadre-là ne changera pas fondamentalement le problème. Évidemment, ça va changer la tête de celui qui est là, ça fait un peu joli, ça fait un peu un appel d'air, mais fondamentalement, ça changera quoi? Par contre, nous voulons l'alternative. L'alternative, c'est de changer de système, que nous reprenions notre souveraineté, que nous puissions... Voilà une proposition, par exemple, mais les partis néocoloniaux ne le feront pas. Nous voulons, par exemple, on va constitutionnaliser la transformation des matières premières. C'est-à-dire que nous vendre à l'état brut que si on a démontré qu'on n'a pas les moyens de les transformer sur place. Et là, nous aurons fait un pas et la Constitution deviendra un instrument opératoire du développement. Là, il y a vraiment un sens. La fabrication locale. Voilà, la question de l'endettement. On peut limiter l'endettement des pays africains en disant qu'à chaque fois qu'on atteint un certain seuil, il faut que ça passe par le Parlement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des créanciers qui viennent, qui nous imposent des injonctions. On ne les connaît pas. Est-ce que ces dettes sont des dettes légitimes ou illégitimes, odieuses ou bien subies? Vous voyez? Donc, les constitutions africaines peuvent être des constitutions opératoires. Si vous prenez l'Amérique latine, par exemple, il y a des pays qui l'ont fait, la Bolivie, autre et tout, ils ont constitutionnalisé ce genre de choses, et ça marche. Que ça marche, enfin, c'est difficile, mais ils essaient de tirer quand même la tête de l'eau. Ce que je veux dire par là, c'est que nous voulons une alternative à cette situation. Et ainsi, l'alternance se fera dans ce nouveau cadre où nous aurons la souveraineté. L'alternance sera saine. L'alternance d'aujourd'hui, c'est une espèce d'illusion qu'on donne aux Africains, comme si les problèmes concrets, réels du développement seront résolus, alors même que ce sont les mêmes partis
qui sont dans le cadre néocolonial, qui tournent autour du pouvoir, mais sont touchés aux problèmes de fond. Je finirai juste par un exemple. Vous prenez l'exemple, par exemple, de la zone franc CFA. Les deux zones, si on prend juste l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui utilisent le franc CFA. C'est une vraie répression monétaire. Ces pays, par exemple, utilisent une monnaie qui n'est pas la leur. Cette monnaie, par exemple, lorsqu'ils font des transactions sur le plan international, quand ils vendent, les exportations, enfin, en tout cas, les recettes d'exportation sont gardées en partie, on parle de 50 à 65%, les travaux les plus récents parlent de 50%, à la Banque de France comme garantie par rapport au fonctionnement de cette monnaie. Et ces pays qui laissent autant d'argent depuis les années 60 à l'ancien colonisateur sont quand même endettés par ailleurs. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Donc, visiblement, cette monnaie n'est pas un outil de développement. Si les constitutions veulent répondre aux questions de développement, oui, effectivement, pour faire simple, que tout le monde comprenne, nous ne sommes pas pour la perpétuation des régimes néocoloniaux au pouvoir partout où c'est possible, mais nous sommes surtout pour l'alternative. Vous êtes surtout pour l'alternative, M. James, et vous analysez de la même manière? Bien, comme le HF veut le dire, d'abord c'est l'alternative. On n'est pas là pour militer pour le changement de la Constitution. Nous, on est contre ce système. D'abord, on ne peut pas continuer à voir le régime néocolonialiste se perpétuer au pouvoir. Mais si on pouvait modifier la Constitution, et que si les gens qui osaient, si les gens qui osent, modifier, si ils se proclamaient sur des problèmes fondamentaux, comme je vais le dire, alors nous sommes partants. Si par exemple ils pouvaient changer la Constitution pour nationaliser la fabrication de matières premières, là nous sommes partants. Si on modifie la Constitution pour que le pétrole congolais soit produit et exploité sur place, consommé sur place. Nous ne sommes pas. Mais si il s'agit de modifier la Constitution, de faire sauter certains verrous pour satisfaire l'ego de certains, bon, on ne pense pas. C'est pas une bonne pratique de faire. C'est pas la politique. Donne nos raisons. Donc c'est un peu cela pour enchérir le SJ. Alors, professeur, il y a également une autre question d'actualité. C'est cette question-là des expulsés de Brazzaville. Oh, c'est vrai que vous dites qu'il faut désormais, pour qu'on n'ait plus de barrières, que nous devenions désormais, c'est l'État, mais il y aura quand même des précédents. Par exemple, la situation des expulsés de Brazzaville, comment avez-vous, au niveau de la LPI, comment avez-vous analysé? Non, que l'on soit clair sur cette situation. Cette situation, déjà, montre que les micro-États africains se sont ossifiés. C'est-à-dire que les gens ont pris pour eux, dorénavant, être Congolais de Brazzaville, être Congolais de Kinshasa, être Camerounais, c'est une différence avec l'autre. Une différence même de fois dans l'altérité, hein, en quelque sorte. Or, le problème qui s'est posé, qui a besoin d'organiser, qui a besoin de contrôler, qui a besoin d'enlever la délinquance, ici, d'un côté comme de l'autre. On est d'accord. Mais si on le fait dans une philosophie africaine, que les gens qui seront traités sont d'abord des Africains, il faut les traiter avec dignité, nous sommes d'accord. Mais là, encore une fois, ça montre le problème de l'UA. C'est une démonstration que l'UA ne sert à rien. Voilà deux pays qui ont géré de façon totalement inconcevable une situation difficile, qui a développé des haines. Hein. On a entendu ici et là des discours des fois même pires que ce que le Front National peut exprimer en France contre les immigrés. Alors nous sommes fondamentalement opposés. Pour nous, qu'il y ait des problèmes à régler, il faut les régler avec méthode, avec humanité, surtout avec fraternité. Nous sommes d'abord des frères sur ce continent. On ne peut pas traiter les frères africains en les humiliant, ainsi de suite. Et nous considérons que les deux Congos sont des peuples frères avant tout. Voilà. Donc ça, c'est notre position de fond. Et vous avez été justement, Monsieur James, vous êtes Brazzavillois. Vous êtes Brazzavillois. Comment avez-vous vécu cette situation? Mon cher, l'opération Mbaté l'opération Mbaté à Bakolo, justement. C'est une opération qui a beaucoup de l'ampleur, qui a fait couler beaucoup d'encre et de la salive, comme on le dit. Parce que ces produits, bon, je suis à Brazzaville. Et l'analyse que j'ai faite
sur cette opération. Étant panafricaniste. Étant panafricaniste, bien sûr. Moi, Ouais. là, je suis là sur ce plateau autant que panafricaniste, pas autant que citoyen congolais ou bien. Non. Je suis là en tant que panafricaniste, un militant panafricaniste. Ouais. D'abord, l'opération Mbata Bakolo, en tant que tel, s'il s'agissait permettant d'épurer l'état congolais de certains voyous, comme on le dit, certains clous, non. Des gens qui brillaient par la délinquance. Par des actes belliqueux, le vandalisme. Bon, c'était pas seulement cadré sur une population cible, qui est nos frères de la RDC. Mais l'opération Mbati Bakolo, c'était pour le moment, c'était applaudi, hein, c'était applaudi à Brazzaville, mais ça avait pris une tournure qui, pour moi, et personnellement, m'avait choqué. D'abord, on n'a pas seulement mâché de mots, puisqu'on a même écrit sur cette opération, et puis on était même intervenu sur une chaîne de la radio concernant cette opération, donc on n'était pas resté tranquille, parce que ça nous a choqué. Et étant à Brazzaville, on a quand même dit certains... Donc ce sont les actions concrètes que vous, en tant que... Mais oui, puisque... oui, panafricaniste, vous avez pu mener. Là, je le dis en tant que coordinateur, parce que cette opération, on a écrit, nous sommes partis, on nous a posé certaines questions sur cette opération, et puis on a dénoncé. Parce que c'est une opération qui, pour nous, c'est... La tournure qu'elle a prise, la tournure n'était pas vraiment bonne. C'était vraiment, pour moi, panafricaniste, bon, c'était pas cette façon de concevoir les choses. Comme il fallait un peu beaucoup plus de tact pour... Non, pas tellement de tact, mais il fallait dire, comme on dit, ce sont les populations frères. Il s'agissait juste de trouver une solution autrement. De trouver des solutions de façon pacifique. C'est même fait de façon pacifique, comme je le dis. Mais, c'est-à-dire, c'est la façon dont ça ampleur. Nous tous, on l'a constaté. Et même, les conséquences de cette opération, c'est nous qui la subissons. Parce que même là, on a fait une traversée. Mais imaginez ce qu'on a dû dépenser pour quitter de Brazzaville jusqu'à Kinshasa. Moi, je me rappelle, j'étais ici en avril, non, en août 2013. En ce moment, j'étais étudiant. J'avais traversé juste avec ma carte d'étudiant et une somme pour la traversée. Mais là, un passeport, le passeport doit être visé, une hauteur de 54 000 francs. Et vous allez recevoir des invitations, et puis... passer à l'ambassade. Le passeport à l'ambassade, donc il y a ce qu'on appelle, il y a un document délivré par le DGM, donc le directeur général de l'immigration de la RDC, qui est équivalent à $100 par personne. Imaginez ce qu'on a dépensé pour venir ici. Auparavant, ce n'était pas ça. Même là, cette opération a encore des conséquences sur le marché congolais. Moi, je le constate. On les constate. Les produits, les fonds galoper du prix. Donc, j'espère qu'avec le temps, on va revoir la politique migratoire entre les frères membres. C'est tout. Merci. Alors, professeur, je reviens à vous. Nous avançons tout doucement vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des actions concrètes que la LPI a déjà menées, que ce soit ici et là, pour justement inculquer ou sensibiliser davantage les Africains à cette idée-là, cette prise de conscience-là du panafricanisme? Ah ben écoutez, oui, nous essayons de combler tous les segments possibles. Par exemple, nous avons un outil qui est un site internet où nous publions nos communiqués régulièrement pour éclairer les Africains sur les enjeux à chaque crise, à chaque situation. Nous publions des ouvrages. Nous avons un magazine qui s'appelle panafrican.net. Vous pouvez trouver ça sur internet aussi. Où nous publions régulièrement des analyses car le combat est aussi idéologique. Il faut gagner le combat de l'information. Selon que vous êtes chinois, français, américain, les mêmes faits sociaux ne sont pas traités de la même manière. Nous avons tout le droit, le loisir de donner notre point de vue, de dire l'actualité de notre propre point de vue. Ça, c'est ce que nous faisons, mais sur le plan beaucoup plus général, nous avons créé une organisation. Une organisation, c'est du travail, c'est l'implantation, c'est la formation, c'est la sensibilisation. Et croyez-moi, partir de quelques personnes pour arriver aujourd'hui à s'implanter au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Congo-Brazzaville, au Congo-RDC, on a même d'ailleurs quelques contacts dans la plupart des pays africains. Croyez-moi, c'est un travail quotidien de tous les jours.
Mais dans une certaine mesure, c'est aussi une rupture. Car vous savez que la politique aujourd'hui en Afrique, dans le laïus classique, c'est quand même les élections transparentes. C'est beaucoup plus facile à faire ça. La démocratie, toujours sans lier au développement. Mais nous avons pris le contre-pied. Le contre-pied est compliqué. C'est une rupture. C'est difficile. On va nous taxer. On nous taxe déjà de mouvements marginaux et autres et tout. Mais nous assumons ce rôle. Il faut accepter d'être minoritaire pour devenir majoritaire un jour. Quand on n'accepte pas d'être minoritaire, c'est difficile de travailler à devenir majoritaire. Nous sommes minoritaires aujourd'hui, car les consciences, l'aliénation est profonde, ainsi de suite. Nous allons travailler. Mais quand nous avons les étudiants, quand nous avons la jeunesse, elle est friande. La jeunesse est en attente. La jeunesse veut changer. Parce qu'on ne lui dit pas toujours la vérité. On ne dit pas toujours la vérité. Je reviens à vous, Monsieur James. Cela sera peut-être votre mot de la fin pour cette émission. Quel est le message phare que vous pouvez lancer à ceux-là qui continuent encore à traîner les pas et non prendre part, justement, que ce soit, je sais que vous êtes quelqu'un qui est un panafricaniste, déjà, je le sens dans vos regards. Que ce soit Kinshasa, Congo-Brazzaville, et pourquoi pas ailleurs, le message c'est lequel? D'abord, je suis là sur le plateau de l'ESSET, donc ouais, voilà, de la RDC. Cette émission sera suivie ici, à Kinshasa comme à Brazzaville. Oui. Donc, nous, panafricanistes plutôt, on a besoin d'abord de jeunes, et puis des analystes capables de venir apporter, comme on dit, de mettre la main dans la pâte. Parce que ce n'est pas un combat facile. Là, je peux vous lancer un appel, que ce soit les jeunes de Kinshasa. Ici, il y a une section territoriale ici, qui est coordonnée par le frère Kalondi, Georges. Oui, par maître Georges Kalondi. Oui, il est avocat de formation, de professeur plutôt. Donc, c'est lui qui est le coordonnateur de la section RDC. Et donc, si les gens sont intéressés de cette riche idéologie qui est le panafricanisme, qui s'approche auprès du frère Kalondi, à Brazzaville, j'espère qu'il sera aussi diffusé, qu'il s'arrange, il s'approche auprès de la section Congo-Brazzaville. J'espère qu'on est là et on travaille là-dessus. Ils seront accueillis à Brazzaville. Voilà. Imo Janingou veut donc bien faire la force. Moja, c'est justement ça. Voilà, et vous, professeur, le message sur lequel vous êtes secrétaire général, le siège, il est où? Certainement le siège, comme c'est une structure internationale, le siège est où? Si quelqu'un veut également entrer en contact avec vous, c'est vrai que vous avez une représentation ici. Nous allons donner justement le numéro, d'ici là, le numéro du coordonnateur de Kinshasa, Maître Georges, mais le message c'est lequel? Alors, moi, je suis résident en France et provisoirement, puisque le mouvement a été lancé de Paris, nous avons le siège à Paris, mais nous sommes en train de préparer un congrès dans 1 an et demi à peu près, pour que l'organisation ait un siège sur le continent africain. Nous allons choisir un pays, ce n'est pas encore annoncé, où nous allons tenir notre congrès, et là le siège sera sur le continent. Effectivement, en tant que mouvement panafricaniste, il est plus cohérent que nous ayons notre siège sur le continent. C'était les conditions historiques de sa création. Nous étions en Europe, donc on ne peut pas nous blâmer du fait que nous sommes en Europe, de un. Et de deux, c'est qu'en tant que secrétaire général fédéral, donc je vais là lancer un appel, autant aux populations de la RDC, de l'autre Congo, mais évidemment de tout le continent africain, de pouvoir se débarrasser de nos sentimentalismes tribaux, claniques, lignagés, nationalistiques, je dirais même chauvinistiques, même xénophobes, parce que nous avons fondamentalement un destin commun. Dans ce bas monde où la mondialisation n'est que la guerre économique, où tous les jours les puissants cherchent à se renforcer, nous n'avons pas d'autre choix, ne serait-ce que par la simple évidence des logiques contemporaines. Il faut nous unir au risque de périr. Et comme disait évidemment Frantz Fanon, chaque génération, d'accord, découvre dans une relative opacité sa mission. Elle la trahit ou elle l'assume.
j'espère que la jeunesse africaine va assumer sa mission historique. Merci beaucoup. Voilà, c'est par là également que nous mettons un terme à ces spécial entretien. Mais nous vous rappelons que le numéro de maître Georges Kalonji Mukendi, qui est justement le coordonnateur des LPI ici à Kinshasa, venez nombreux. Son numéro, c'est le 080 85 13 000 au 96. Je réponds au 085 13 30 96. Il sera là pour avoir plus de informations sur la Ligue panafricaine Umoja, surtout aux étudiants, la jeunesse. Vous avez suivi le message de James qui a appelé justement la jeunesse à pouvoir adhérer à cette vision de la Ligue panafricaine Umoja. En tout cas, ça n'est complètement fini avec ces spéciales entretiens. Merci à vous, professeurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, monsieur James, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous tous qui avez suivi ces spéciales entretiens. Nous avons reçu sur ce plateau le secrétaire général justement de la Ligue panafricaine Umoja, ainsi que monsieur James. Lui, c'est le coordonnateur territorial de la LPI au Congo-Brazzaville. C'était un réel plaisir, messieurs, de vous recevoir sur ce plateau. Ça n'est pleinement fini. Merci, au revoir.